Bonjour à tous et bienvenue à la troisième édition de Next TV Series Afrique. Au cours de cette journée, des intervenants de haut niveau débattront sur l'écosystème de la télé, des télécoms, de l'OTT en Afrique francophone. Nous tenons à remercier nos sponsors, nos intervenants, nos modérateurs ainsi que tous les participants. Découvrons maintenant le programme du jour. Alors, notre premier panel de 9h15 à 10h, la fin de la migration vers la télévision numérique. De 10h15 à 11h, un panel sur la production de contenu en Afrique francophone. De 11h15 à midi, un panel dédié sur la transformation publique et privée. Et tout juste après la pause déjeuner, nous aurons un panel de l'évolution de la télévision payante en Afrique francophone. Et pour clôturer cette belle journée, nous aurons un panel sur les modèles économiques et contenus pour des opérateurs télécoms qui se lancent dans la diffusion de contenu. Et pour ce premier panel, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Malik Dandara de SMTD, Bruno Mdoa de l'IDT, et ce panel sera modéré par Marie Beyer. Marie, tu as la main, merci. Merci Béatrice. Bonjour tout le monde et c'est un grand plaisir de commencer cette conférence Next TV Afrique avec un sujet sur la transition vers la télévision numérique. Donc avec deux entités nationales de diffusion, nous allons pouvoir parler des infrastructures, des contenus, des stratégies de monétisation et des développements attendus dans la région. Donc, pour commencer, merci Bruno, merci Malik d'être avec nous. Je vais vous proposer de nous introduire sur vos pays, donc la Côte d'Ivoire et le Mali, et de nous dire quel est l'état actuel de la transition numérique. Donc, Bruno, vous pouvez commencer pour la Côte d'Ivoire, qui est plutôt bien avancée, il me semble. Bonjour à tout le monde. Merci Marie de me passer la parole. Au niveau de la Côte d'Ivoire sur la migration de la télévision numérique, le lancement officiel de cette télévision numérique a eu lieu le 8 février 2019. Et depuis là, nous avons pu déployer sur tout le territoire 28 sites. Normalement, il est prévu 35 sites au départ, après l'étude faite par notre conseil qui est TDF, Télédiffusion de France. Et après, dans le déploiement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même des zones d'ombre qu'il faudra combler. Mais pour l'instant, pour les 28 sites que nous avons déployés, nous avons un taux de couverture de la population de plus de 85%. Parce que nous avons d'abord ciblé les grandes villes où la population est assez énorme. Et puis ensuite, nous nous sommes rabattus sur les petits sites, je dirais des petites zones. Donc, aujourd'hui, il nous reste... Enfin, il nous manque 7 sites à finaliser pour que nous ayons les 35 sites véritablement opérationnels. Et puis ensuite, nous sommes en train nous avons entamé l'étude des zones d'ombre. Nous avons identifié à peu près 21 sites de zones d'ombre que nous allons essayer de combler pour approcher au maximum les 99% de couverture de la population. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant sur l'avancée de la TNT. Donc, comme l'avait dit nous sommes, je peux dire, un déploiement partiel, mais qui n'est pas loin d'être complet très bientôt. Merci. Au Mali, on a noté du retard qui est concevable, notamment lié aux problématiques d'urgence du pays. Par contre, à Bamako, il y a vraiment des avancées notoires. Donc, Malik, vous pouvez nous faire le point sur la TNT au Mali. Merci Marie. Au Mali, effectivement, comme on l'a dit, en application de l'accord G07 de Genève, nous avons mis en place une expérimentation de la TNT depuis 2010 sur Bamako et environ. Donc, nous pensions avoir terminé ou bien respecté la date de 2015, mais comme vous l'avez souligné tout de suite, les priorités du pays
ont fait que nous n'avons pas pu faire un déploiement suivant notre planning initial. Donc c'est en 2018, c'est en 2018 que nous avons lancé un projet national de déploiement de la TNT, dont les objectifs sont la couverture quand même totale des territoires et en terrestre, combiné au satellitaire en DTH. Et le deuxième grand objectif de ce déploiement, c'est assurer la souveraineté de l'État du Mali avec une infrastructure nationale de communication autonome et fiable. Donc, le réseau déployé est composé d'un réseau de transport des flux en fibre optique et en FH. Mais il y a une station satellitaire de transport sur les sites distants. Il y a une tête de réseau qu'on appelle le cœur de réseau qui va servir à l'agrégation des contenus nationaux et internationaux avec 3 multiplexes et avec une possibilité de conditional access, c'est-à-dire la télévision payante. Et ce projet prévoit un déploiement sur 51 sites de diffusion en DVB-T2, MP4, H265 et AVC. Mais comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de contingences. Il y a non seulement la crise sécuritaire dans les pays, il y a aussi le Covid qui est venu s'y ajouter et qui a fait que nos partenaires avec lesquels nous travaillons ont eu des difficultés à s'approvisionner en composants, en matières premières pour la fabrication des équipements. Et ça a eu un effet sur les objectifs initiaux qui étaient un déploiement sur 15 mois, que normalement, déjà, en fin 2020, on devait terminer le déploiement de la TNT au Mali. Bon, avec ces retards, on a fait d'autres plannings et les derniers en date devaient être bouclés en mars-février 2022. Mais même ça va pas être fini. Mais quand même, comme vous l'avez souligné, à Bamako déjà, la TNT, les équipements sont déjà déployés avec une tête de réseau opérationnel, 3 sites de diffusion en SFN, et il y a des capitales régionales, des grandes villes, 3 au total qui sont aussi déployés à l'intérieur du pays, et quelques sites secondaires. Et bon, avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, on a beaucoup de matériel qui est bloqué aux frontières, qu'on n'arrive pas à avoir sous la main pour accélérer notre développement. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Mm-hmm. Donc, vous avez évoqué déjà plusieurs défis du déploiement, notamment le Covid, les livraisons pour déployer les infrastructures dans les temps. J'aimerais savoir en Côte d'Ivoire comment ça se déroule. Est-ce que vous avez été impacté aussi par les problématiques qu'a évoqué Malik, Bruno? Oui, effectivement, en Côte d'Ivoire, nous avons été impactés surtout par le Covid parce que pratiquement toute l'année 2020, nous n'avons pas pu déployer le réseau. Ce n'est que vers la fin de l'année que nous avons pu mettre en fonctionnement 3 sites. Parce que déjà, dès que la pandémie s'est déclarée, tout Abidjan était confiné. Personne ne pouvait sortir de la ville d'Abidjan. Notre intégrateur qui est Ocom, qui est sud-africain, était aussi confiné là-bas. Ensuite, le matériel, je pense que tous les pays européens aussi avaient des difficultés. Donc, la livraison du matériel a subi un coup. Et ça fait que, comme je le disais tantôt, c'est vers la fin de l'année, novembre-décembre, qu'on a pu déployer 3 sites
Sinon, on aurait pu avancer énormément dans ce déploiement. Peut-être que ça serait déjà terminé. Mais le Covid nous a énormément impacté et ça a été difficile parce que pour qu'on puisse aller sur les sites, il fallait obtenir une autorisation du gouvernement qui vous autorise. Bon, vous pouvez sortir d'Abidjan, mais c'était difficile. Ça, il D'accord. faut l'avouer. Et vous avez évoqué la problématique des zones d'ombre. Comment est-ce que vous envisagez de couvrir les dernières zones inaccessibles sur la TNT? Bon, comme je l'ai dit, nous sommes en train de faire une étude. Déjà, on a identifié pour nous, puisque les sites déjà déployés et qui n'ont plus d'autres sites à déployer aux alentours, on a déjà ciblé ces zones où la population n'arrive pas à bien recevoir le signal. Donc ça, on a déjà identifié ces zones. Ensuite, nous sommes en train de voir avec, disons, un constructeur, nous sommes en négociation pour voir comment on peut avoir des équipements avec lui et puis vraiment combler ça de manière rapide parce que les populations qui ne reçoivent pas la TNT aujourd'hui s'en plaignent du fait que, parallèlement au déploiement de la TNT, nous arrêtons également l'analogique. Avant, nous avions 28 sites analogiques. Aujourd'hui, nous avons arrêté 24. Il ne reste que 4 sites qui ne sont pas à l'arrêt parce qu'on vient juste de déployer la TNT, donc on laisse quand même le temps à la population de s'équiper pour pouvoir recevoir. Donc, ceux qui ne peuvent pas recevoir et la TNT et l'analogique sont doublement pénalisés. Donc, il faut que très rapidement, nous allons sur ces zones d'ombre-là pour pouvoir les satisfaire parce qu'ils font partie aussi des Ivoiriens. D'accord. Ça fait une transition parfaite pour une autre grande question de la TNT. C'est l'adoption du boîtier numérique et de la réception de la nouvelle offre par les foyers, par les personnes qui ont la télévision. Donc, quelles sont pour vous les solutions là-dessus ou même plus largement, quelles sont les autres problématiques pour attirer les gens à s'équiper sur la TNT pour couper l'analogique finalement? Bon, nous, la stratégie qu'on a adoptée ici, c'est que dès qu'on met un site TNT en fonctionnement, on fait une caravane pour sillonner la région ou la zone pour annoncer à la population que désormais, ils ont la TNT à portée de main. Et ensuite, on rencontre les autorités de la région, c'est-à-dire les préfets, sous-préfets, les leaders d'opinion tels que les chefs de village, les chefs religieux. On discute avec eux, on leur présente la TNT. Qu'est-ce que c'est que la TNT? On met les deux, disons, les deux réceptions côte à côte, l'analogique et le numérique, pour leur montrer les avantages du numérique. Il faut rappeler que nous, en Côte d'Ivoire, ici, on n'avait qu'une seule chaîne, qui était la RTI, jusqu'à ce que nous passions au numérique pour libéraliser l'espace, pour aujourd'hui avoir cette chaîne. Donc, la population était habituée à avoir, je peux dire, deux chaînes, RTI 1, RTI 2, et maintenant, avec le numérique, la population a jusqu'à 7 chaînes. Donc, quand on fait disons, cette communication, ensuite, pour que la population puisse adhérer, on donne gratuitement des kits de réception aux sous-préfets, aux leaders d'opinion, comme j'ai dit. Et puis, l'importateur de kits décodeurs vient expliquer à la population comment acquérir ces équipements-là et surtout donne les points de vente de ces équipements dans la région. Je prends par exemple à Abidjan. Lorsqu'on a fait la communication à Abidjan, on a dit, bon, dans tel quartier, vous avez tel revendeur, voilà son contact, vous pouvez l'appeler à tout moment, ainsi de suite. Donc, on a fait cette communication, je peux dire, de proximité pour que la population puisse véritablement acquérir ces équipements. Il faut ajouter que l'État a pris une décision de plafonner le prix des décodeurs de base à 10 000 francs CFA et l'antenne de réception à 6 000 francs CFA. Ça a été un décret signé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu maintenant comment faire en sorte que la population puisse adhérer à la chose. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que beaucoup confondaient
la TNT à une chaîne de télévision. Pour eux, quand on dit TNT, ça veut dire une nouvelle chaîne de télévision qui arrive et on nous demande mais quels sont vos programmes, qu'est-ce que vous allez proposer par rapport à ceux qui existent déjà. On leur dit non, ça c'est une nouvelle méthode de diffusion, ce n'est pas une nouvelle chaîne. Et quand on explique, avec le temps, ça, les gens comprennent et puis bon, ça passe. Mais le plus gros problème, c'est le nombre de chaînes comparativement à Canal, puisque ce sont nos concurrents directs, Canal et StarTime, qui ont des bouquets payants satellitaires. Et quand ils voient, ah, mais avec Canal, on a 20 chaînes, on a 30 chaînes, vous, c'est juste 7 chaînes. Et puis, on n'a pas les chaînes thématiques comme, je veux dire, le sport, les novelas, disons, les trucs, les programmes d'enfants et tout ça, là, c'était difficile. Mais petit à petit, tout le monde commence à adhérer à la chose. Et surtout qu'on a l'avantage que quand il pleut, la TNT continue d'émettre. Par contre, le canal et StarTime sont coupés. Donc, c'est un avantage qui fait qu'aujourd'hui, la population commence à y adhérer. D'accord, merci. Au Mali, Malik, il y a aussi de la concurrence sur les bouquets payants. Il y a aussi des offres TNT à Bamako notamment, existantes à des prix relativement attractifs. Donc, comment vous faites pour rendre la TNT gratuite, attractive? Et quels sont les principaux freins à l'adoption du boîtier par les foyers? Merci, Marie. Et au Mali, effectivement, comme vous le dites, il y a le paysage est un peu comme ce que je vais appeler concurrentiel, parce qu'il y a beaucoup d'offres, à part ce que Bruno vient de citer, Canal et StarTime. Il y a des éditeurs au niveau, des distributeurs de services qui ont migré sur la TNT aussi, pour lesquels on a donné des autorisations. Donc, il y a cette concurrence qui est là. Mais l'objectif de la TNT, c'est pour offrir aux populations des programmes gratuits. Et pour que ça accroche les populations, il faut que vraiment ces populations-là, il faut d'abord la disponibilité, comme on le dit, de boîtiers de réception dans les ménages. Et il faut aussi des contenus qui sont variés et qui accrochent les populations. Il faut que les populations trouvent dans ces contenus une reconnaissance à travers leur mode de vie, leur culture. Et avec tout ça combiné, je crois que plus la mise en place de l'exploitation des services à plus-value, qui sont entre autres les services interactifs, les votes, les sondages, le monitoring publicitaire, l'archivage, ça c'est pour les éditeurs vraiment. Et maintenant, en ce qui concerne les populations, il faut aussi d'autres services associés numériques qui sont la web TV, l'e-santé, l'université virtuelle. Tout ça là, mis bout à bout, va susciter un peu ce qu'on appelle l'appétence de la population vis-à-vis des produits de la TNT. Mais ça ne va pas sans une campagne de communication envers ces populations pour leur faire comprendre. Parce que, comme l'a souligné Bruno, c'est très difficile de faire des changements et de faire adhérer des populations pour lesquelles on va demander d'abord d'investir. Parce que pour changer des matériels de réception, ne serait-ce que les boîtiers, même si on doit garder son vieux téléviseur pour mettre un boîtier, c'est un investissement. Donc, qui dit investissement, ça donne à réfléchir aux populations. Donc, pour que les populations adhèrent, comme je l'ai dit, j'insiste beaucoup, c'est les contenus. Les contenus, quand ils sont intéressants, même si on investit, on voit déjà qu'il y a une plus-value. Donc, c'est sur ce plan-là qu'il faut faire adhérer les populations à la TNT.
Et sur cette question des contenus, est-ce que vous avez observé une évolution par rapport à l'offre analogique? On parle beaucoup des nouvelles offres numériques qui sont plus riches, même plus variées, avec plus de contenus locaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Enfin, qu'est-ce que vous observez dans l'évolution de contenu? Effectivement, nous constatons, par exemple, au Mali, contrairement à la Côte d'Ivoire, à nos frères ivoiriens, chez nous, il y a beaucoup de licences d'éditeurs qui ont été données. Il y a à peu près aujourd'hui plus d'une vingtaine d'éditeurs pour lesquels on a donné des licences. Mais malheureusement jusqu'à ce point, à part quelques-uns, malheureusement, les contenus restent à désirer. Donc, ce qui fait que on n'a pas, mais on sent quand même du point de vue TNT une amélioration de la qualité de l'image. Donc, si on y ajoute des contenus un peu accrochants, je crois que la population à ce niveau va adhérer facilement. Voilà. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire sur les contenus et encadrer un peu les éditeurs. Peut-être comme moi, en tout cas, pour moi, il faut réduire chez nous, on a ouvert, mais il faut réduire le nombre d'éditeurs il faut faire un regroupement d'éditeurs par peut-être vocation et en ce moment, peut-être faire des chaînes plus attractives pour les populations. Et là, ça va donner un engouement à la TNT. D'accord. Bruno, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs chaînes aussi qui se sont lancées sur les 2 dernières années. Qu'est-ce que vous constatez sur l'aspect contenu et attractivité de l'offre? Disons que c'est le même problème que M. Malik vient d'évoquer, mais nous, au lancement même de la TNT, on a eu, je dirais, en grippe cette chance que la chaîne A+, a commencé par une série ivoirienne qu'on appelait la grande famille de Akissi Delta. Et ça a fait que tout de suite, ça a commencé à attirer la population. Et tout le monde suivait cette série. Ensuite, ils ont envoyé une autre série qu'on appelait Le Coût de la vie et qui est beaucoup prisée par la population. Dès que ils savent que le coût de la vie doit passer, en tout cas, beaucoup n'hésitent pas à regarder la TNT. Bon, maintenant, les autres chaînes qui sont un peu plus généralistes, il faut que, comme il a dit, qu'on améliore véritablement ces contenus parce que quand ils passent des séries africaines, ça aussi, ça attire les gens. Il reste du côté du sport. Et le sport, un peu, bon, comme vous le savez, tous les matchs de football qui attirent les gens sont payants. Donc, il faut que les gens, ces éditeurs de chaînes, aient les moyens. Il y a une des chaînes, je crois, c'est Live TV, qui au moment de la Coupe d'Europe a eu le privilège de diffuser quelques matchs sur sa chaîne. Donc ça aussi, ça a fait que ça a donné de l'engouement à la TNT. Donc si le contenu est attrayant, si le contenu se rapporte à notre vie quotidienne ici, et je pense que véritablement, ça va avoir un attrait sur la population. D'accord. Donc, c'est une question qu'on a aussi déjà abordée, mais qui est toujours cruciale, c'est le financement de ces contenus et de la production. Vous avez tous les deux évoqué l'importance du contenu local. Donc, sur les financements, quel est l'état aujourd'hui des financements disponibles pour ces contenus, que ce soit du côté privé, mais aussi du côté public, si l'État a un rôle à jouer pour dynamiser la production de contenu local gratuit? Bon, ce que je peux dire au niveau de la RTI, puisque c'est la RTI qui est la chaîne publique, l'État avait instauré en son temps la redevance, une redevance que nous payons tous sur notre facture d'électricité pour donner un peu de moyens à la RTI. Maintenant, cette redevance, est-ce que ça permet à la RTI véritablement d'améliorer son contenu? Bon,
je ne peux m'aventurer sur ce terrain-là. Et donc, je sais qu'il y a eu des discussions avec les éditeurs de chaînes par rapport effectivement à ce contenu-là, comment trouver des moyens pour donner à des producteurs pour pouvoir produire, disons, des émissions locales et puis ensuite faire adopter ça par la population. Mais des discussions sont quand même en cours. Ça, il faut le dire, le ministère de temps en temps aux réunions en parle. Peut-être qu'ils vont trouver des moyens par rapport à la redevance de la RTI qui est collectée et puis trouver peut-être des petits moyens à des producteurs locaux pour que les émissions, les chaînes locales puissent avoir du contenu attrayant. D'accord. Malik, sur ce point-là, est-ce que vous voulez intervenir? Sur ce point, chez nous aussi, c'est la même chose. L'éditeur public historique qui est là, il bénéficie des subventions de l'État. La redevance, elle n'a pas pu être véritablement mise sur place. Il y a eu des ébauches, mais ce n'est pas un truc. Donc, il y a un véritable problème des moyens de production à ce niveau. Alors que ça, c'est la vitrine d'abord pour l'État. Mais là, les éditeurs privés auxquels on a donné des licences pour faire la télévision aussi, ils n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont pas assez de moyens. Et pour moi, il faut que l'État quand même mette en place un fonds national de production qui va pouvoir aider ces structures-là à produire et faire de production mutuelle, comme on l'a dit. Et en ce moment, les gens vont s'échanger les programmes et peut-être je vais même aller au-delà, faire des productions sous-régionales pour qu'on puisse avoir des contenus qui collent à nos réalités et qui sont intéressants pour les populations. Voilà ce que je peux dire. Sinon, c'est vraiment, comme Bruno l'a dit, c'est le manque de moyens. Mais les États, déjà le coût d'investissement dans le réseau est très élevé, très significatif. S'il faut aussi ajouter à ça la subvention au contenu, c'est difficile. Mais il va falloir que les États aient une politique par rapport à ça. Il a été dit au départ, en tout cas, les exemples qu'on a eus par rapport à cette migration au départ en Europe et ailleurs, dans certains pays, c'est qu'on s'est appuyé sur la vente du dividende numérique, les fréquences qui ont été libérées par cette migration pour pouvoir un peu financer et les réseaux et aider, en tout cas, ne serait-ce que l'éditeur public pour faire des contenus attrayants. On va revenir sur cette question des revenus et des modèles de vos entreprises respectives. Avant ça, je voulais vous poser la question de l'adoption, enfin, comment quantifier l'adoption de la TNT. Et en fait, pour parler de ces boîtiers numériques, est-ce que vous prévoyez des innovations sur ces boîtiers? Comment ça se passe pour vous, le déploiement de ces boîtiers? Quel est votre rôle là-dedans? Et puis, est-ce que vous avez évoqué d'ailleurs, surtout vous, Malik, des services à valeur ajoutée? Donc, je vous propose de nous en parler rapidement sur ces boîtiers numériques qui sont en fait potentiellement aussi des sources de revenus indirectes, puisque on pourrait imaginer par exemple d'intégrer une mesure d'audience ou des services, les connecter à Internet. Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Quelle est la situation actuellement? Effectivement, pour les boîtiers et même pour les déploiements, c'est très important parce que aujourd'hui, en tout cas chez nous au Mali, nous avons un pays un peu grand où on ne peut pas atteindre toutes les populations à travers les réseaux mobiles pour l'Internet ou autres. Donc, on peut profiter de ces déploiements des réseaux TNT
pour aussi amener l'Internet mobile à ces populations, la LTE, etc. Maintenant, concernant le boîtier proprement dit, à notre niveau, le boîtier, il est basique au niveau du marché. Les exportateurs l'amènent et ils les vendent aux populations. Mais à notre niveau, en tant qu'entreprise de diffusion, nous avons aussi commencé la conception d'un boîtier stampillé SMTD, dans lequel nous allons intégrer quand même certaines fonctionnalités à plus-value pour pouvoir aussi un peu supporter certaines dépenses. Donc, déjà, comme je vous l'ai dit, nous avons 3 multiplexes. Et il y a le premier multiplex, il est gratuit pour toutes les populations et au niveau national. Les 2 autres multiplex seront payants. Donc, on va pouvoir développer déjà la télévision payante à travers ces 2 multiplex avec le conditionnel access. Et Bruno, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Bon, lui, il a de la chance parce qu'on l'autorise à confectionner des boîtiers. Nous, on a été limité dans un premier temps par le décret de création de IDT qui nous limitait dans la diffusion. C'est maintenant que nous sommes en train de voir avec la tutelle pour réaménager en fait ce décret pour nous permettre de pouvoir faire d'autres choses. C'est-à-dire, nous, on envisage, par exemple, faire de la fourniture d'Internet, comme il a dit, mais nous, pour l'instant, on n'a pas ces moyens-là parce que nous n'avons pas de fibre optique. Non, bon, vraiment, on n'a pas d'autorisation en tant que tel. Mais c'est des choses que nous sommes en train d'essayer de mettre en place en discutant constamment avec l'autorité pour que IDT puisse avoir des services à valeur ajoutée pour ne pas disparaître demain. Parce que si on ne reste que sur la télévision numérique, IDT n'aura pas de ressources suffisantes pour, disons, avancer. Aujourd'hui, ce qui nous soutient un peu, c'est parce que nous arrivons à faire des colocations avec les mobiles sur nos sites de diffusion, puisque nous avons des pylônes de très grande hauteur, entre 100 et 200 mètres, donc deux fois, ils nous sollicitent, et c'est ce qui nous fait quelques petites revenus. Mais ça, ce n'est pas suffisant si l'entreprise veut se développer. À côté de cela, on est en train d'envisager pour ne pas, je laisse avec le boîtier de base, ça, c'est les commerçants eux-mêmes, puisque nous, ici, la commercialisation du boîtier, c'est libre. C'est-à-dire, c'est un marché libre. Vous êtes un commerçant, vous avez les moyens, vous commandez votre boîtier, vous le commercialisez. Voilà. Donc, IDT n'a pas cette possibilité de commercialiser des boîtiers, ni d'en fabriquer. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai dit qu'on était limité dans. Maintenant, je voulais continuer sur les possibilités de IDT. Aujourd'hui, nous envisageons de mettre en place un système VSAT qui nous permettra de connecter soit des écoles, puisqu'on a des choses en Côte d'Ivoire, il y a des écoles qui sont soit sur Abidjan et puis décentralisées à l'intérieur du pays, ou bien permettre aussi à des universités, puisqu'il y a parfois des manques d'enseignants, de pouvoir qu'un enseignant qui est à Abidjan, qui dispense son cours, plus que d'autres universités à l'intérieur comme Boaké, Korogo et autres, suivre en même temps les cours. Donc, on envisage de mettre un système VSAT en place pour faire la connexion de ces écoles-là. À côté de cela aussi, il y a ce qu'on appelle disons, les hôpitaux, puisque aujourd'hui, on n'a pas encore mis un système en place. Dès que vous êtes malade, vous avez votre dossier à Abidjan. Si vous êtes à l'intérieur, il faudrait vous reveniez sur Abidjan pour qu'on puisse regarder votre dossier. Alors que si vous êtes à l'intérieur, qu'un médecin vous consulte, il peut, par exemple, demander à son collègue d'Abidjan, bon, je veux voir le dossier de tel patient. Donc, nous sommes en train de réfléchir à tous ces éléments-là. D'accord. Donc, au Mali comme en Côte d'Ivoire, vous avez tous les deux évoqué l'accès à Internet, l'optimisation de vos réseaux terrestriels pour d'autres
pour d'autres utilisations, pour monétiser. Et puis, comme vous le dites, avoir des autres pans de croissance en dehors de la seule diffusion du signal numérique. Quand on parle d'Internet, aujourd'hui, surtout sur une conférence média, on pense à l'OTT, à la télévision. Est-ce que c'est des questions que vous envisagez en termes de contenu, est-ce que c'est possible? En termes de coopération d'acteurs, est-ce que c'est possible? Je vous laisse la parole, Bruno, pour nous dire un petit peu si l'OTT et la TNT sont compatibles. Oui, pour nous, le TT et la TNT sont compatibles. Nous avons eu déjà des rencontres avec des constructeurs qui peuvent fournir des équipements pour le TT. Seulement que comme l'IDT n'a pas de contenu propre, donc il faut que nous nous rapprochions par la suite aux éditeurs de chaînes pour voir avec eux comment on pourra mettre ce système en place. Sinon, nous y pensons. C'est d'ailleurs même un des projets que le DG nous demande de regarder très rapidement pour le soumettre au ministère de la Communication et voir dans quelle mesure on peut, disons, de trouver un accord avec les éditeurs de chaînes et puis mettre ce système de l'OTT en place. C'est très important pour nous. D'accord. Malik, en plus, ça rejoint un petit peu ce que vous avez évoqué sur l'aspect peut-être bouquet sous-régional. Est-ce qu'il y a déjà des initiatives du côté de la SMTD ou est-ce que vous pouvez partager là-dessus? OK. Au niveau de la SMTD, d'abord, concernant l'OTT, nous avons, contrairement à Bruno, effectivement, nous avons cette chance-là d'avoir un réseau de fibres optiques que l'État a mis à notre disposition. Et ce réseau de fibres optiques, nous comptons l'utiliser pour faire de l'OTT. En même temps, nous sommes en discussion aussi avec des opérateurs au niveau du Mali aussi, des opérateurs mobiles qui veulent qu'on fasse une agrégation de contenu. Mais comme il a dit, l'autre problème, c'est qu'on n'a pas de contenu. Donc, il va falloir se mettre en relation avec les éditeurs de contenu, que ce soit les éditeurs nationaux et internationaux, et pour constituer des bouquets et les exploiter en OTT. Maintenant, effectivement, au niveau sous-régional, c'est ça. C'est-à-dire que la coopération sous-régionale, déjà, elle a commencé avec l'IMOA, qui a arrêté la norme au niveau de l'espace, la norme de VBTD. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin en offrant aux structures publiques et privées au niveau de la sous-région un centre peut-être même de production sous-régionale et constitué de bouquets, constitué de contenus qui peuvent d'abord être transportés par satellite pour que tous les pays qui sont dans la sous-région les reçoivent. Et ça va peut-être même amoindrir le coût de transport parce que quand on utilise un satellite commun de transport, ça nous permet d'amoindrir les coûts et ça permet de mettre à la disposition des populations aussi qui sont dans la sous-région, qui sont les mêmes pratiquement qu'on retrouve, les mêmes bouquets qui peuvent facilement être intéressants et contrecarrer l'envahissement, je vais l'appeler comme ça, de notre espace médiatique audiovisuel par d'autres cultures qui nous viennent d'ailleurs. Marie, pour compléter un peu, M. Malik, au niveau de, je peux dire, de la sous-région, il y a la création de ce qu'ils ont appelé le réseau africain des diffuseurs. Le Bénin et le Burkina avaient la présidence, la Côte d'Ivoire la vice-présidence et le Sénégal le secrétariat. Et effectivement, il y a dans ce que vous avez dit la création d'un bouquet qui a été envisagé. Et je pense que dans les prochaines réunions, c'est pour pouvoir véritablement finaliser ce projet de bouquet sous-régional et puis diffuser dans nos TNT. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter.
Écoutez, ce sera parfait pour le mot de la fin. On arrive au bout de ce panel sur la TNT et les opportunités de développement pour la télé. On l'a vu, l'OTT, la coopération sous-régionale. Merci à Bruno, merci à Malik pour votre intervention et votre participation. Et merci à tous. Merci Marie. Bruno, merci beaucoup. Merci Malik, allez. OK. Bon courage, parce qu'on a besoin de ça. Comme vous l'avez dit, il ne faut pas qu'on disparaisse.